Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donc couvrir l'actualité et bien sûr se faire un petit point sur les horaires et la météo du Grand Prix de cette semaine sur le circuit de Portimao. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher le petit like, on est parti. Et on se retrouve donc pour les horaires de ce Grand Prix. On retrouvera donc la FP1 du MotoGP à 10h55 pour terminer à 11h40 et la FP2 de 15h10 jusqu'à 15h55. Enfin des horaires un petit peu plus normales, ça fait du bien. Samedi, pas de bouleversement, on retrouvera donc la FP3 de 10h55 jusqu'à 11h40 et le début des qualifications commenceront à 15h10. Et pour la course MotoGP de dimanche, on la retrouvera à 14h. Attention, une nouvelle fois, un week-end un peu particulier. On retrouvera une catégorie après le MotoGP, cette fois-ci c'est le Moto2 qui commencera donc à 15h30. Côté météo, c'est un week-end qui s'annonce un petit peu complexe. On retrouvera tout d'abord de la pluie lors de la journée du vendredi, de la pluie le matin mais aussi l'après-midi. Le samedi, c'est la part des deux. On devrait retrouver de la pluie le matin mais normalement une piste sèche l'après-midi pour les qualifications. Et lors de la journée du dimanche, pareil, piste sèche pour la course. On croise les doigts, comme d'habitude, ce ne sont que des prévisions météorologiques, on ne peut pas être sûr. Et pour commencer justement notre vidéo, je voulais revenir un petit peu sur Marquez qui a déclaré pas mal de choses. Après justement ce Grand Prix d'Austin, il revient un petit peu sur la situation actuelle de Honda, mais aussi sur sa situation actuelle et comment tout simplement il aborde le Grand Prix du Portugal. Bref, vous avez l'habitude, on se lit pas mal de déclarations et on revient sur tout ça. Il commence en disant: sur un circuit que je connais très bien, je sais exactement quels sont les points faibles de la moto. J'ai déjà poussé auprès de Honda en leur disant qu'ils doivent travailler sur tel et tel point s'ils veulent que nous soyons compétitifs lors des prochaines courses. C'est vrai que Pol Espargaro pilote bien sur certaines pistes, Nakagami également, mais nous avons des points faibles que nous devons améliorer si nous voulons être réguliers sur toutes les pistes. Maintenant, nous devons comprendre quel est notre niveau sur les pistes européennes, et je ne pense pas que ce soit le niveau pour gagner ou pour se battre pour la victoire à chaque course. Nous avons une moto qui est vraiment bonne sur les freins, mais c'est compliqué de la faire tourner et de comprendre le pneu avant. C'est une moto complètement opposée à celle que je pilotais à Austin par exemple l'an dernier. Nous roulons avec des réglages complètement différents, mais nous devons comprendre la direction à suivre. En tout cas, Marquez termine en disant: nous avons commencé à travailler dans une direction que j'aime et nous continuons d'améliorer encore et encore. Il semble que cela soit la direction, mais pas suffisamment. C'est vrai que Honda travaille pour essayer de trouver la façon d'avoir une moto compétitive sur les pistes européennes qui sont plus petites. Il semble que nous ayons besoin de plus de pistes pour faire tourner la moto, pour utiliser l'adhérence arrière, et ce n'est pas l'ADN de Honda. L'ADN de Honda était toujours un style en V, où l'on attaque, où on tourne rapidement et on relève. Il semble qu'aujourd'hui je commence à piloter comme ça, mais nous sommes encore loin de ce que j'aimerais. Je trouve ça intéressant parce que ça fait un petit lien avec le sujet que je vous avais présenté lors de ma précédente vidéo où Stéphane Bradl revenait sur cette machine. Et une nouvelle fois, avec les propos de Marquez, on comprend bien qu'il y a encore beaucoup de boulot sur cette moto, beaucoup de choses à faire évoluer et que Marquez n'est pas encore totalement satisfait. Une nouvelle fois, voilà, c'est les pistes européennes qui vont nous montrer si cette Honda en a dans le ventre, clairement, et si les pilotes Honda peuvent réellement faire de très bonnes performances avec ce nouveau prototype. Je l'ai dit souvent quand même, cette nouvelle Honda 2022, j'aime bien dire ça. Mais bref, on verra bien ce que cette moto pourra nous proposer globalement dans les Grands Prix qui suivent. En tout cas, Marquez, en parlant du Portugal, il a dit: j'ai hâte de rouler au Portugal, c'est une piste exigeante, en particulier un parcours très exigeant physiquement. Mais c'est très amusant d'y piloter. En Amérique, nous avons montré notre vitesse et ce dont nous sommes capables, même si tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Je veux me battre à nouveau au sommet et récolter de bons points après un début de saison qui n'a pas été le meilleur. Nous devons continuer à travailler sur nous-mêmes et sur la moto pour en tirer le maximum. Je sais que moi et Honda travaillons dur. Tiens, petite interrogation pronostic, comment vous voyez Marquez du coup sur ce Grand Prix du Portugal? À quelle place vous le voyez pour la course de dimanche? Moi j'ai envie quand même d'imaginer un Marquez performant. Maintenant on sait que le Portugal, Marquez a quand même un petit peu de retard par rapport à ses concurrents globalement. Moi j'ai quand même bien envie d'espérer une nouvelle fois un top 5. Bon, Marquez ça lui fera du bien, et peut-être un podium, ça serait vraiment génial. Il s'est quand même pas mal relancé et je pense qu'il a repris énormément de confiance après ce Grand Prix à Austin et il en avait besoin de la confiance. On avait senti un Marquez très marqué lors de son retour après justement ce gros crash et malheureusement sa blessure ensuite à l'œil. Mais bref, un Marquez qui arrive avec des bagages bien remplis de confiance, donc j'espère que le résultat suivra.
Et pour continuer, je voulais vous partager les propos de Jorge Lorenzo qui, depuis qu'il a pris sa retraite, dit quand même pas mal de choses sur le MotoGP. Et je trouve qu'il dit quand même souvent des choses très intéressantes, en tout cas intéressantes à décortiquer et à rebondir globalement dessus. Il est tout d'abord donc revenu sur le cas Jorge Martin. Vous le savez, chez Ducati, cette année il y a un petit peu une guerre des transferts. On sent que Jack Miller a un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et que sa place est en jeu. Et on ne sait pas trop qui signer chez les Rouges. Est-ce qu'on va signer par exemple Jorge Martin ou Enea Bastianini qui est en train de surperformer lors de cette saison 2022? Et du coup, pas mal d'interrogations. Et justement, lui, Jorge Lorenzo, il a tranché en déclarant ça. Pour moi, Martin est dans l'équipe officielle. Ils ont déjà signé. Peut-être que je me trompe et que la place est encore en jeu, mais si ce n'est pas le cas, ce sera dur de choisir, car aujourd'hui Bastianini pilote incroyablement bien, sans erreur. Il a 2 victoires, il est leader. J'espère pour Martin qu'il a déjà signé, parce que sinon, ce sera dur pour lui. Et c'est une rumeur qui fait quand même pas mal de bruit, Jorge Martin qui aurait donc potentiellement déjà signé dans l'équipe usine. Je trouvais ça quand même intéressant de vous y partager. Est-ce que vous pensez réellement que Jorge Martin a déjà signé? En tout cas, tout comme pour Lorenzo, je suis assez d'accord. J'espère pour Jorge Martin qu'il a déjà re-signé, parce que quand tu vois aujourd'hui les performances d'Enea Bastianini, c'est sûr que ça doit faire tourner des têtes. Maintenant, moi je me dis, est-ce que c'est réellement le cas? Parce qu'on a pu voir quand même que Ducati s'est souvent un peu trompé à vouloir jouer le marché des transferts trop vite. Donc j'imagine quand même que ces derniers temps, ils ont peut-être pris un petit peu de recul et pris peut-être un petit peu de temps avant de signer leur deuxième pilote. Mais c'est toujours compliqué à dire parce qu'on voit qu'aujourd'hui en MotoGP, on essaie de signer toujours extrêmement rapidement les nouveaux pilotes. C'est déjà assez rare qu'on arrive à 1 an de la fin d'un contrat sans qu'on ait re-signé le pilote ou qu'on ait déjà choisi un autre pilote. Donc voilà, je suis un petit peu partagé moi entre deux camps, mais j'ai quand même envie d'imaginer qu'aujourd'hui on n'a pas encore re-signé Jorge Martin et qu'on attendait globalement de voir les performances donc de Jack Miller, savoir s'il fallait le garder ou non en 2022, mais surtout voir aussi les performances des autres pilotes Ducati. Donc voilà, moi personnellement je suis plus du côté de me dire que pour l'instant rien n'est fait chez Ducati. Et on continue avec Lorenzo avec là un sujet que je trouve encore un peu plus profond. Il parle de Fabio Quartararo et il nous dit pas mal de petites choses. Il déclare: c'est difficile parce que Yamaha s'est un peu égaré ou a moins évolué que les autres marques. C'est pour eux l'un des pires moments de ces 20 dernières années, ou 17, depuis avant l'arrivée de Valentino. Fabio roule à merveille, il va à la limite de la moto et ce n'est même pas assez pour lui de faire des podiums. C'est psychologiquement difficile pour lui, mais je ne vois pas de meilleure option que ça. On dit qu'il peut aller chez Honda, mais c'est une moto très difficile. Il est très habitué à être bien, à prendre des virages, et la Honda est menée dans le sens opposé. Et chez Ducati, il semble qu'il n'y ait pas de place, ce qui pour moi est la meilleure moto en ce moment. Ce n'est pas une situation idéale pour lui, mais en pilotage et en technique, c'est à un niveau très proche de celui de Marc Marquez. Et là personnellement, je partage moi totalement l'avis de Jorge Lorenzo. Je vous ai déjà dit que techniquement, moi, voir Fabio dans le team Honda, je trouve que ça serait exceptionnel. Et puis surtout, mais quel Dream Team avec Marquez, moi ça me fait rêver. Juste de ce point de vue-là, je suis en plein kiff, clairement. Mais oui, je le pense une nouvelle fois, je pense que Fabio Quartararo, avec son style de pilotage, il est mieux dans des équipes comme Suzuki, comme Yamaha. Et ça me semblerait une nouvelle fois, je me répète, difficile d'imaginer un Fabio Quartararo à ce moment de sa carrière quitter Yamaha pour rejoindre une marque comme Honda. Ça me semble être un pari étonnant. Le pari par exemple de Jorge Lorenzo à l'époque était logique, il était en fin de carrière, il voulait tester de nouveaux teams, il voulait tester de nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses tout simplement avant de terminer sa carrière. Mais voilà, à ce moment-là, Fabio Quartararo, est-ce que c'est vraiment logique de risquer tout ça pour aller chez Honda? Est-ce qu'il serait vraiment mieux loti globalement dans le team HRC? Moi je suis pas totalement sûr. Pour moi, ce qui semble le plus logique aujourd'hui, c'est de suivre un petit peu l'évolution de Suzuki. Parce que là, à mon avis, Fabio, il lorgne clairement sur l'avenir de Suzuki. Si un pilote part ou non, on parlait justement d'un transfert de Joan Mir chez Honda. À voir globalement comment ça va évoluer. Mais là, chez Suzuki, tu retrouves une moto qui a la même architecture que la Yamaha et qui a un moteur qui est du coup beaucoup plus puissant. Tout ce qui pourrait donc plaire, bien sûr, à Fabio Quartararo. Donc voilà, moi une nouvelle fois, je trouve ça difficile d'imaginer Fabio rejoindre Honda. Si je le vois partir de Yamaha, si je l'imagine partir de Yamaha, pour moi ça serait plus aujourd'hui pour Suzuki. Mais je campe mes positions, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Moi je pense personnellement que Fabio Quartararo va re-signer chez Yamaha. Et pour terminer rapidement quand même le sujet Fabio, il y a Eric Mahé qui a déclaré pas mal de choses que je voulais vous partager. Il a donc dit par exemple, nous sommes plutôt chanceux car il y a quelques années des décisions comme celle-ci se prenaient 1 an et demi en avance.
À ce stade, il n'y a pas d'empressement, donc c'est une bonne situation. Il n'y a pas d'empressement, seulement 2 pilotes ont signé pour l'année prochaine, Morbidelli et Bagnaia. Je peux imaginer qu'il n'y a pas non plus d'empressement pour Yamaha, donc nous investiguons surtout et nous verrons ensuite ce qu'il se passe. Et on lui demande justement si Fabio est ouvert à un possible changement et il répond « Oui, bien sûr. Nous avons beaucoup de respect pour Yamaha, mais pour certaines raisons que je ne peux pas mentionner, nous devons réfléchir. » Donc ouais, voilà un petit peu toutes les actualités qu'il y avait concernant Fabio Quartararo. Je vais pas vous redonner mon avis sur l'avenir de Fabio et reparler. Je pense que ces derniers temps, on a fait quand même pas mal de sujets sur Fabio Quartararo, donc ça sert à rien de tourner en rond. Je voulais juste vous partager un petit peu les récentes déclarations qu'il y avait pu avoir un petit peu sur le cas Fabio. Et c'est vrai que du coup que cette saison, on parle énormément de transferts. On a parlé donc là dans ces vidéos précédemment de Ducati, on parle aussi de Yamaha, mais il y a un pilote qui est quand même un petit peu mis de côté et qui lui aussi voit son contrat se terminer à la fin de cette saison 2022. C'est le pilote Aprilia Aleix Espargaro, qui globalement revient un petit peu sur les premières démarches d'Aprilia et lui pour potentiellement re-signer ensemble. Et on va voir que globalement c'est un petit peu décevant. Il a donc déclaré « Je veux continuer 2 ans de plus chez Aprilia. Je me vois fort et rapide et je veux rester. Je n'ai encore reçu aucune offre. Et les premiers contacts avec mon agent ont été très décevants. J'en suis triste car nous sommes très loin du compte. Il reste encore du temps et j'espère qu'Aprilia valorisera mon travail tout au long de ces années. J'ai montré que je suis rapide et que je sais développer une moto, le paddock bougera et arriveront d'autres opportunités. Mais je le répète, je veux rester chez Aprilia. » Bon alors là, il y a quand même de quoi discuter. Aprilia, je pense clairement que va pas falloir se merder. Parce qu'aujourd'hui, vu ce qu'a apporté Aleix Espargaro à la marque, vu le développement qu'il a fait à la marque, qui vient d'offrir récemment, après le Grand Prix d'Argentine, la première victoire d'Aprilia en MotoGP, va pas falloir quand même chez Aprilia rater le cas Aleix Espargaro. Parce qu'aujourd'hui, même si certes Maverick Viñales est performant et qu'on sent quand même ces derniers temps une petite montée en puissance, ça serait quand même, je trouve, assez bête de perdre tout simplement Aleix Espargaro. Donc ouais, il va falloir clairement suivre cette histoire et on va voir dans les semaines et mois à venir comment ça va bouger. En tout cas, tu sens que cette saison 2022, il y a des possibilités de transfert un peu partout et que si jamais un pilote décide donc bien de partir et de libérer une place, ça va complètement faire bouger plusieurs choses. Donc j'ai hâte globalement de voir comment ça va évoluer, même si moi pour le cas en tout cas Aleix Espargaro, j'espère franchement qu'il va donc bien rester chez Aprilia. Et bref, au moins on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ces derniers temps je suis aussi un petit peu malade, donc j'ai un petit peu du mal à vous donner beaucoup d'énergie dans les vidéos, donc j'espère globalement que ça va quand même et que vous êtes pas trop rendu compte du problème. Mais bref, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, je dis bye bye les potes, ciao.